Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Kiosque, votre rendez-vous de la presse internationale et francophone. Une édition spéciale consacrée au terrorisme. Beyrouth, Paris, Bamako, 3 capitales francophones touchées par des attentats en une semaine. Le terrorisme est en expansion, près de 33 000 victimes l'an dernier, un bilan en hausse de 80%. Le risque est beaucoup moins élevé en Occident et pourtant, Paris vient d'être touché de façon spectaculaire. Bruxelles est dans la crainte à son tour d'attentats similaires. Peut-on parler de raté de l'antiterrorisme européen ? Les Européens sont-ils prêts à sacrifier leur liberté pour la sécurité ? Et au-delà des frappes militaires accrues en Syrie, quelles peuvent être les armes de construction massive pour lutter sur le front contre le groupe État islamique ? Peut-on attaquer le groupe État islamique sans attaquer la pensée salafiste ? Et enfin, cette question, dans quel monde vivront dorénavant les Français, les Libanais, les Maliens ? Dans quel monde vivrons-nous ? Pour en débattre de ces questions complexes, voici nos kiosqueurs ce dimanche. Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine, mensuel francophone international édité en France et consacré au continent africain sous différents prismes, société, culture, politique. Merci d'être avec nous. Sidi Kaba, rédacteur en chef du site d'information et d'investigation Monde Afrique. Vous avez longtemps dirigé le bureau parisien de Panapresse, l'agence de presse africaine. Merci à vous aussi. Martine Gozlan, vous êtes rédactrice en chef à l'hebdomadaire français Marianne. Vous avez dirigé ce numéro spécial sorti hier samedi en kiosque, un numéro consacré à l'islamisme, un sujet sur lequel vous avez également écrit plusieurs ouvrages. Dernier en date, Les rebelles d'Allah, sorti l'an dernier aux éditions Archipel. Merci à vous aussi. Alexandra Chaska, journaliste à Radio-Canada, jusqu'à récemment encore correspondante à Paris. Les téléspectateurs de kiosque vous connaissent bien. Merci à vous aussi. Et puis enfin, Nicolas Willems, rédacteur en chef adjoint au service Europe et international de la RTBF. On vous attendait ici en plateau, mais en raison de l'alerte maximale à Bruxelles, c'est en duplex que vous êtes avec nous. On en est ravis. Merci à vous aussi, Nicolas. Beyrouth, le jeudi 12 novembre, double attentat suicide revendiqué par l'État islamique, 44 victimes. Paris, le vendredi 13 novembre, 6 attentats coordonnés revendiqués par l'État islamique, 130 morts. Bamako, le vendredi 20 novembre, attaque contre un hôtel revendiqué par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun et Al-Qaïda au Maghreb islamique, 19 tués. Partout, le même effroi, partout, le même constat. Chaque personne au Liban, et pas uniquement à Beyrouth et aux alentours, doit combattre ces djihadistes à tout prix, parce que les combattre sauvera l'humanité tout entière et toute la région. Depuis le début de l'année, cette organisation a notamment frappé à Paris, au Danemark, en Tunisie, en Égypte, au Liban, au Koweït, en Arabie Saoudite, en Turquie, en Libye. Et elle massacre chaque jour et opprime des populations. C'est la raison pour laquelle la nécessité de détruire Daesh constitue un sujet qui concerne toute la communauté internationale. Le Mali n'est pas une zone fermée, il ne le sera jamais. Paris ne l'a pas été, Paris ne l'est pas, Genève ne l'est pas, New York ne l'est pas, Moscou ne l'est pas. Nulle part dans le monde aujourd'hui n'en est à l'abri de ce barbare de notre temps. Ces hommes qui ne mettent pas le nom d'hommes. Je l'ai dit hier, ils ont décidé, ces gens-là, de rompre avec l'humanité telle que nous la connaissons et la chérissons. Nos valeurs ne sont pas les leurs. J'ai dit que la valeur vie leur est inconnue. Et c'est pour cela que vous, comme nous, chacun devra faire attention. Voilà, faire attention. Le gouvernement malien a annoncé un deuil national de 3 jours dès demain lundi. L'état d'urgence a été décrété pour 10 jours. En Europe, Bruxelles est en état d'alerte maximale. Les autorités craignent une attaque terroriste imminente. Bruxelles transformée en ville fantôme. Et enfin, en France, l'état d'urgence a été prolongé de 3 mois. La tension est toujours palpable. Première question à chacun d'entre vous. Quel est votre sentiment face à cette actualité ? Ziad, peut-être pour commencer. Je pense que c'est une actualité qui était largement préexistante à Paris et que d'une manière générale,
par Paris, on en a pris conscience, c'est-à-dire globalement. C'est-à-dire que tant que ces attaques concernaient la périphérie du monde riche, occidental, bon, c'était compliqué. Je veux dire, ça fait des semaines et des mois que Boko Haram, que les filières Al-Qaïda au Maghreb, que même l'État islamique a pris une ampleur au Moyen-Orient, des territoires, sans que, bon, on sentait les Américains, containment, les Français, on va faire ceci, on va faire cela. Donc tout ça existait, et on le savait, on pensait qu'on pouvait le maintenir dans une espèce de sphère sur lequel on pouvait agir graduellement pour éviter la contamination. Et puis il y a Paris. Quand même, Paris, c'est incontournable. C'est une attaque au cœur de l'Occident, c'est une attaque sur la France. C'est aussi un mode opératoire qui est différent, fait pour faire un maximum de victimes. C'est fait pour terroriser, c'est fait pour effrayer. Et puis encore une fois, on est au cœur de l'ennemi le plus important de l'État islamique et des filiales et des cousins. Je parle d'Al-Qaïda par exemple concernant le Mali. Donc c'est le cœur de l'ennemi. Donc là, d'un seul coup, on sent que les positions de tout le monde évoluent. C'est-à-dire, on est sorti de cette espèce de théorie du containment. Je ne sais pas très bien où ça nous aurait mené. Et on voit que tout le monde essaye maintenant de passer à quelque chose de plus... j'allais dire plus agressif vis-à-vis de l'ennemi. Vous partagez ce sentiment, Alexandra ? Oui, mais j'irai même plus loin parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un 11 septembre bis. Parce que Paris, c'est une ville globale, c'est comme New York. On a eu des attentats importants à Madrid, à Londres. Londres aussi, c'est une ville globale, il faut le dire. Mais aussi, l'attaque est globale. C'est-à-dire, on a compris tout d'un coup les modus operandi, une attaque organisée en Belgique, donc commanditée probablement de Syrie ou de l'État islamique, enfin du territoire syrien, préparé en Belgique et perpétré à Paris par plusieurs hommes. Maintenant, on parle même de 4 commandos, 4 groupes. Il y en avait 3, probablement un 4e avec Saleh Abdeslam, donc qui n'aurait pas finalement fonctionné dans le 18e arrondissement. Donc, tout d'un coup, on prend conscience de l'ampleur de l'organisation et de l'ampleur des dégâts que ça peut faire. Et je pense que ça fait extrêmement peur et on passe à une autre étape. Aussi, une autre chose, j'avais l'impression qu'au cœur du monde riche, on avait comme pensé Al-Qaïda s'est calmé, Al-Qaïda s'est déménagé dans les périphéries et on n'a pas compris qu'il y avait une concurrence entre Al-Qaïda et l'État islamique et que là, il y a une volonté de dépasser l'autre. Alors, vous évoquez le 11 septembre à New York. Il y a une différence avec Paris, c'est que les attaquants, les assaillants sont des nationaux. Au moment de New York, c'était des étrangers. Aujourd'hui, Martine, on parle de Français, de Belges qui attaquent la Belgique, la France. Moi, je voudrais quand même... Je pense qu'un certain nombre de gens, que ce soit du point de vue politique, du point de vue médiatique, devraient faire leur examen d'inconscience. Parce qu'on fait comme si finalement nos camarades de Charlie n'avaient pas été tués à bout portant, comme si les juifs de l'hypercachère n'avaient pas été descendus, comme si nos policiers n'étaient pas tombés, assassinés en janvier dernier. Toute cette année s'est déroulée sous le signe, donc bien sûr, extraordinaire mouvement du 11 janvier, et puis une espèce de reflux. Faisons comme si, ah non, on a été trop loin, peut-être qu'au fond... Trop loin sur quoi ? Non, mais peut-être la thèse générale que nous avons vue déferler médiatiquement et politiquement cette année, après l'horreur du 11 janvier et jusqu'au 13 novembre, ça a été, après tout... Peut-être que les victimes sont allées trop loin et finalement, nous avons vu une sorte de métamorphose des victimes en coupables. Nous avons vu cela dans la vie intellectuelle. Nous avons vu cela dans la vie médiatique. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce qui s'est passé le 13 novembre, ce qui continue à se passer et ce qui se passera, a été placé sous le signe des prémices et finalement du refus de regarder la réalité en face. Alexandra, vous vouliez... Ouais. Alors, rapidement, Alexandra, c'est dit qu'on n'a pas entendu encore. Oui, mais on était quand même dans un modus... Vous avez tout à fait raison. On essaie toujours de penser qu'on va être épargné. Ça me fait penser à un livre extraordinaire d'un survivant, non, parce qu'il est mort à la fin, d'un policier, d'un ghetto juif, un policier juif d'un ghetto en banlieue de Varsovie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fini par mourir. Mais chaque fois qu'il y avait quelqu'un de la famille, de son entourage qui se faisait prendre, il disait, mais je vais peut-être ma famille va survivre, je vais
pourrait peut-être survivre. Et l'incrédulité jusqu'au bout, jusqu'au jour. Mais une chose, c'est que les attentats du 11 janvier, avait quand même un modus operandi un peu différent. Parce que là, on n'a pas compris à ce moment-là que ça pouvait devenir indiscriminé. Et c'est devenu indiscriminé. Donc, il y a quand même une étape différente. Serge, je ne dis pas. Je voulais insister sur ce que Ziad a dit. Il y a, depuis le mois de janvier, 3500 personnes qui ont été tuées dans la zone où opère Boko Haram, qui est aujourd'hui la filiale de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ça n'a pas eu la résonance médiatique que ça a eu depuis les attentats de Paris. Donc, ce qui s'est passé à Paris, du fait de sa nature symbolique, du fait du lieu, du fait que ce soit dans un monde riche, que ça a révélé l'existence de cette menace terroriste à l'échelle planétaire. Deuxième enseignement, pendant longtemps, on a cru que ça ne pouvait arriver qu'aux États désorganisés. Le fait qu'ils ont des faiblesses en matière de renseignement, qu'ils ont des faiblesses dans leur organisation, le fait que ce soit arrivé à Paris en janvier, puis en novembre, ça a prouvé que cet ennemi, il pouvait frapper dans n'importe quel État, même dans les États organisés comme la France. Et troisième chose, de mon point de vue, le fait que simultanément, en l'espace d'une semaine, ça se passe à Beyrouth, à Paris, à Bamako, ça prouve la nature planétaire de la menace. Parce que jusqu'ici, il y avait une approche nationale, chaque pays veut organiser sa défense à lui tout seul. Et ce qui vient de se passer à Paris, vous avez évoqué dans l'introduction, on aura l'occasion de revenir, ça prouve l'exigence d'une résistance organisée. Les assaillants, l'opération a été planifiée sans doute en Syrie, les assaillants sont venus de Belgique, ont opéré ici, et du coup, le fait qu'ils ne soient pas ici a fait qu'ils ont échappé au radar des services de renseignement. Donc il y a un caractère global et ce qui vient de se passer prouve l'exigence d'une solution globale au problème. Juste signaler que je pense que Martine a posé un point important, mais on a assez vite oublié à Paris, mais parce que c'est aussi un peu la nature humaine, j'imagine, et qu'on se dit que ça ne reviendra pas et qu'il faut passer à autre chose. Et on a d'ailleurs le même discours aujourd'hui, il faut vivre, il faut vivre, il faut vivre. Donc je pense que les affaires avaient commencé déjà en janvier, et comme je le disais dans mon premier propos, ça avait déjà commencé bien avant. C'est juste le fait que maintenant ça nous impacte de cette manière indiscriminée qui est importante. Personne d'entre nous n'a cité l'Airbus de Metrojet, mais c'est pas qu'une affaire qui concerne 3 ou 4 pays. Je veux dire, il y a 220 personnes qui ont été flinguées en plein ciel à partir d'un aéroport où ils passaient leurs vacances. Donc ça, c'est le côté indiscriminé. Ce que je trouve, moi, urgent à partir de maintenant, d'abord, il faut qu'on gère l'émotion et c'est pas si facile. Il y a beaucoup de gens dans le monde, et en particulier dans le monde pauvres et sud, qui disent oui, les Français, évidemment, maintenant qu'ils ont eu 120 morts ou 130 morts, il faut que tout le monde se préoccupe d'eux, ceci, cela. Mais nous, ça fait des mois, des années et des dizaines d'années qu'on meurt dans une indifférence absolument générale. C'est vrai, mais quand on est à Paris, on est au contact, et je le dis à mes amis qui sont en Afrique, on est au contact de ces villas qui ont été prises comme ça, d'une manière, j'allais dire, dans la terreur, mais c'est d'une immense injustice. Et d'abord, il faut qu'on passe ce cap-là. Ensuite, il faut qu'on pose les vraies questions. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que cette organisation ? Personne n'est capable aujourd'hui de sortir un organigramme. Personne n'est capable de dire comment on va se battre. François Hollande, il fait un discours martial. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire la guerre, j'en sais rien, parce que faire la guerre, ça veut dire qu'on a en face de nous peut-être un État ou un proto-État. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on agit maintenant ? Toutes ces questions que vous posez là, c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre pendant cette émission. Heureusement, vous n'y avez pas apporté les réponses. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite à Bruxelles, puisque je vous le disais tout à l'heure, Bruxelles est en état d'alerte maximum. Bruxelles, où se trouve Nicolas Willems. Nicolas Willems, on peut parler ce dimanche de Bruxelles, une ville en état de siège, une ville fantôme. Qu'est-ce qui se passe sur place ? Eh bien exactement, c'est vraiment une ville morte, c'est-à-dire que les seules présences visibles, on peut le dire, ce sont les soldats, les militaires, tout est fermé, que ce soit les magasins, que ce soit les marchés, les événements sportifs, et c'est quelque chose de véritablement inattendu. Les synagogues ont également fermé, ce qui n'a plus été le cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une impression assez étonnante, d'autant plus que c'est déjà le deuxième jour et qu'aujourd'hui les autorités belges doivent se réunir, c'est en train de se faire
judiciaire actuellement pour définir si oui ou non ce niveau 4 d'alerte, qui est le maximum à Bruxelles, va être maintenu et prolongé durant la semaine avec les questions que ça pose, notamment par rapport aux écoles, au transport public. Il faut aussi rappeler que Bruxelles est le siège des institutions européennes, de l'OTAN. Comment cela va-t-il se dérouler? D'autant plus qu'il y a des menaces qui pèsent sur Bruxelles, il y a une enquête qui est toujours en cours et que pour l'instant, peu d'éléments filtrent par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'on craint en ce moment à Bruxelles? On nous dit des attaques similaires à celles de Paris une semaine plus tard? Exactement. Alors, on parle d'un certain nombre de terroristes, tout dépend des sources, de 2 à 10 personnes qui sont activement recherchées, qui possèdent des explosifs, qui posséderaient le même type d'équipement que pour les attaques de Paris du 13 novembre dernier, avec le même type de mode opératoire, c'est-à-dire attaquer des lieux où les foules se rassemblent, que ce soit les matchs de foot, que ce soit les centres commerciaux, que ce soit les concerts. Et c'est la raison pour laquelle, Bruxelles a été gelée ces 48 heures de week-end, un week-end assez surprenant. Maintenant, voilà, on se rend compte que les enquêteurs poursuivent leur travail, avec naturellement peu d'éléments qui filtrent pour ne pas troubler leur avancée dans leur enquête, mais c'est certain qu'il y a ici un sentiment entre, disons, la crainte, la menace et une certaine attente et une inquiétude. Merci Nicolas. Vous intervenez quand vous voulez, hein. Vous nous faites signe, vous restez avec nous. Est-ce qu'on n'a pas pendant longtemps sous-estimé la capacité de nuisance et la violence de l'idéologie islamiste? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye à Marianne de décrypter cette semaine. C'est-à-dire que l'islamisme a une très très longue histoire. Et se dire qu'il a jailli là maintenant, ou même qu'il a jailli il y a quelques années, ou même il y a 10 ou 20 ans, c'est se voiler les sources. En fait, l'islamisme, si on veut le définir, si on veut tenter de le définir, c'est une interprétation obscurantiste qui a jailli au cœur de l'islam, une interprétation hérétique, mais qui a quand même, au départ, qui a voyagé depuis le 9e siècle à travers une école juridique de l'islam, qui est l'école du théologien Ibn Hanbal, au 9e siècle à Bagdad, qui ensuite a été ressorti au début du 14e siècle par un certain théologien qui s'appelle Ibn Taymiyyah et qui est aujourd'hui la référence théologique, ces fatwas d'appel au meurtre des mécréants, de tous ceux qui ne font pas allégeance à la charia, etc. Son appel à détruire les monuments sont d'une actualité extraordinaire et Daesh s'appuie là-dessus, mais les Algériens des groupes islamiques armés s'appuient là-dessus aussi. Et ensuite, nous l'avons vu codifier cet islamisme au XVIIIe siècle avec l'apparition d'un obscur prêcheur au cœur de l'Arabie qui s'appelait Ibn Abdel Wahhab et qui a fait alliance avec un petit émir local qui s'appelait Saoud, Ibn Saoud. Et là, il y a eu, ça a été réellement codifié, le wahhabisme était né et c'est ce wahhabisme qui, à la faveur des bouleversements politiques au XXe siècle, a commencé à constituer une véritable secte obscurantiste qui a déferlé sur le monde entier. Mais avant, pardonnez-moi Sylvia, bien sûr, dans la première moitié du XXe siècle, il y a eu le surgissement. Je peux pas faire l'impasse là-dessus. Excusez-moi, je suis peut-être pas extrêmement brève, mais les frères musulmans qui surgissent dans le premier quart du XXe siècle en Égypte. Et là, c'est pareil, l'appel au meurtre, la détestation des valeurs occidentales, l'antisémitisme d'une violence extrême. Et tout cela ça a été ordonné. Et jusqu'à, finalement, cet islamisme qui a fini par prendre nos sociétés, qui a fini par prendre nos jeunes aussi, nos jeunes compatriotes de culture musulmane, qui sont tous happés par le wahhabisme. Alors, je crois que tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde a envie d'intervenir après ce que vous voulez dire. Je pense qu'on peut brièvement, moi je voudrais ramener j'ai pas la connaissance visiblement de Martine sur le Moyen-Âge de l'islam et de tous ces mouvements, mais je pense aussi... on les donne très à bien, lire. Très bien, Martine. Oui, on va lire le journal. Mais tous les textes sont en librairie. Martine, s'il vous plaît. Tout d'abord, toutes les religions ont connu des phases d'extrême, régression. Je ne veux pas faire un panégyrique de tout le monde, mais malheureusement, tout le monde a eu son moment d'immense régression. La deuxième chose, si on veut un tout petit peu éclairer la situation actuelle, c'est vrai que dans l'islam, il y a une tradition salafiste qui se sépare en deux, quiétiste, pas quiétiste, militante, pas militante. Mais il y a aussi un mot qui est important, qui est le colonialisme.
La résurgence de l'islam militant, il apparaît quand avec les frères musulmans? Il apparaît dans un contexte colonial. Et toute la lutte anticoloniale dans ces pays, il y a deux tendances. Il y a les nationalistes qui vont prêcher une espèce d'État laïque qui va vaguement s'installer au lendemain, j'allais dire, d'une vague décolonisation, d'ailleurs, ça va mal tourner d'une manière générale. Et puis, il y a ce courant islamiste qui a toujours été là. Et quand est-ce qu'on le voit réapparaître, ce courant islamiste, de manière extrêmement forte? C'est avec l'Afghanistan, c'est avec 1979, c'est avec les Russes qui arrivent en Afghanistan, c'est avec des Américains, excusez-moi, il faut quand même le dire, qui financent des mouvements qui vont se retourner contre eux. Ben Laden est une création de qui? Il faut quand même le rappeler. J'ai pas une notion de bien et de mal. Je dis juste. Alexandre, je vais être bref. Je vais être bref, comme ça, elle pourra parler. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est les témoignages des gens qui sont revenus, qui ont été recrutés par l'État islamique, qui sont revenus et qui ont dit sur les plateaux de télé, qui ont témoigné à visage découvert, disant que dans leur comportement de tous les jours, ces gens n'ont rien à voir avec l'islam. Qu'ils ne font pas la prière, ils ne font, etc. Donc, il y a la convocation du fait religieux, du fait islamique, pour des ambitions qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Parce que ça c'est un témoignage qui est venu. L'autre élément sur lequel je vais insister, mais les mêmes gens, que ce soit l'État islamique, quand ils viennent fusiller les gens qui sont assis sur la table, ils ne font aucune distinction, que vous soyez musulman, que vous soyez islamiste ou pas. Et leur volonté, c'est de tuer les gens qui sont là. Attention. C'est une volonté de tuer. Pas toujours. Souvent. Au Mali, à Bamako, on a fait la distinction. Ils ont tué les gens. Mais ils ont, comme ailleurs, souvent, ils ont essayé, par exemple, à Garissa, lorsqu'ils ont attaqué ce collège cette école universitaire, où ils ont séparé des musulmans. Mais tout ça, c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a la convocation souvent du fait religieux dans un but qui n'a rien à voir avec la religion. Et il est important, j'en conclus là, que, par exemple, dans le cadre de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle Boko Haram, ils ont tué plus de musulmans que de non-musulmans. Ce sont des choses qui ne faut pas occulter dans la discussion. Moi, je voudrais ajouter que, en fait, cette explosion de terrorisme, de djihadistes, se fait dans une confrontation entre différentes idéologies, entre différentes sociétés. Donc, il ne suffit pas de parler de toute l'histoire du salafisme ou du fondamentalisme musulman. Il faut voir comment ces idéologies-là se confrontent avec le monde occidental. Bon, on a parlé du colonialisme, mais moi, ce qui m'étonne, c'est la faiblesse d'attraction ou l'incapacité de nos sociétés d'intégrer, par exemple, ces jeunes. On voit ces jeunes dont on parle là à Paris, c'est des jeunes belges, c'est des jeunes français qui ont été ici depuis 1 ou 2 ou 3 générations. On n'a rien pour les attirer de suffisamment fort, ce qui fait qu'ils tombent dans les bras de ces idéologues-là. Je veux dire, ça aussi, il faut en tenir compte. Donc, la faiblesse d'attraction de nos sociétés et aussi, évidemment, il ne faut pas oublier quand même la faiblesse de la défense, de la riposte. Comment se fait-il qu'après les attentats du mois de janvier, la police française n'était pas mieux organisée ou mieux pour débusquer ces jeunes? On va aller tout de suite à Belgique, puisque Nicolas, vous souhaitez intervenir. On a beaucoup parlé de la Belgique cette semaine, on a beaucoup parlé de Molenbeek notamment. Ben voilà, je pense que c'est un exemple intéressant. On parlait à l'instant d'islamisme, de radicalisme islamique. Il y a naturellement des idéologues qui profèrent ces idées. Dans le cas du groupe terroriste État islamique, il faut rappeler que les combattants ont souvent des parcours de vie dissolue. C'est le cas notamment de Salah Abdeslam, qui était quand même un dealer, qui avait une vie très très trouble. À côté de ça, Molenbeek est une belle illustration de cette jeunesse de 2e ou 3e génération qui n'arrive pas à retrouver certaines racines, qui n'arrive pas à s'intégrer dans le pays, qui se sent exclu et qui trouve par cette voie-là une manière d'exister, une manière de vivre. Le cas de Molenbeek est intéressant, on en a beaucoup parlé en Belgique, mais aussi dans la presse française. Certains éditorialistes de droite ont même eu l'idée de bombarder plutôt Molenbeek que Raqqa, ce qui a fait beaucoup de bruit ici. Molenbeek, en effet, pose un certain nombre de questions. C'est un quartier pauvre, très populaire,
minoritaire, avec une communauté musulmane importante, dont la grande partie vit bien, en tout cas s'intègre bien, mais il y a un certain nombre de soucis dans la jeunesse, et on a laissé pendant un certain nombre de temps peut-être proférer un certain nombre de mosquées qui ne sont pas du tout contrôlées, qui sont dans des immeubles tout à fait classiques, des maisons classiques, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve face à ce problème qui est difficile à gérer pour les autorités, mais également pour de nombreux responsables religieux qui n'arrivent pas à capter, disons, l'attention de ces jeunes qui se radicalisent de plus en plus. Et c'est vrai qu'on arrive peut-être un peu tard avec des réponses qui sont pour l'instant un petit peu faites de briques et de broc. Alors, merci Nicolas, évidemment, vous restez avec nous. Vous vouliez intervenir et ensuite Alexandra. Oui, absolument, très brièvement. Je voudrais simplement citer, à l'appui de ce que dit Nicolas, les déclarations de Françoise Schepmans, donc la maire de Molenbeek, qui déclare, et ça, je la cite intégralement, les frères Abdeslam, c'est pas des laissés pour compte, c'est pas des pauvres garçons dont les parents n'avaient rien et qui traînaient dans la rue, c'est des garçons qui ont eu une éducation, à qui on a donné un travail, une famille, à qui on a donné un logement, et malgré ça, ils sont tombés dans le radicalisme, dans le terrorisme. Donc, très brièvement, le victimisme, ça suffit. Nicolas, D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que d'ailleurs, le frère de Mohamed Abdeslam, qui vient de parler, qui vient de dire qu'il croit à l'innocence de son frère, c'était un employé de la mairie. Et j'ai parlé avec j'étais là, j'ai passé 3 jours, évidemment, je ne connais pas aussi bien cette semaine. C'est ça, je ne connais pas aussi bien que Nicolas, mais j'ai quand même passé 3 jours stationnés à Molenbeek. J'ai parlé avec la bourgmestre, la mairesse, qui me parle. Et j'ai parlé avec d'autres gens de la commune. J'ai parlé avec un ami d'école primaire de Salais qui lui étudie la comptabilité, qui est un garçon bien sous tous les rapports, qui vient exactement du même milieu que Salais et son frère Brahim. Et il y a un frère qui travaille à la mairie, qui est au-dessus de tout soupçon apparemment, et 2 autres. Donc il y a d'autres éléments qui jouent. C'est Moi, pas. On ne pourra pas s'épargner un débat. Pardon, on va peut-être juste laisser la parole à Nicolas, puisqu'elle a été. Oui, excusez-moi, mais c'est vrai que la victimisation, bien sûr qu'il ne faut pas en faire, et bien sûr que la famille en question est une famille, voilà, qui le frère est intervenu aujourd'hui sur les antennes de la RTBF, dit de bonne foi qu'il n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Bien entendu qu'il y a un certain nombre d'éléments, mais qui sont des éléments qui sont difficiles à décrypter. Et on pointe aussi du doigt, voilà, l'actuel bourgmestre pointe souvent du doigt la responsabilité de l'ancien bourgmestre de Molenbeek, Philippe Moureau, d'avoir parfois été peut-être un peu trop laxiste. Je pense que les réponses et les causes sont multiples. Il y a naturellement des raisons dues au contexte de la commune. Il y a des raisons qui sont des raisons familiales. Mais ce qui est assez difficile, c'est que, et ça je pense qu'on ne peut pas contredire, c'est que les autorités sont globalement démunies aujourd'hui pour apporter des réponses concrètes par rapport à cette radicalisation. Parce que ce n'est pas uniquement une réponse répressive qui vient toujours après coup, mais il faut aussi trouver des raisons sur les causes. Et les causes, on les analyse encore très très peu, et les réponses de base sont donc très très peu présentes aujourd'hui. Ziad ? Moi, je pense qu'on ne pourra pas couper à une véritable discussion sur le radicalisme et l'origine de la radicalisation. J'accepte en partie le mot islam, mais je crois qu'il faut assez vite sortir de cette explication très simple. Évidemment, c'est tous des musulmans, donc ils sont radicalisés parce que c'est lié à la religion. Peut-être le radicalisme est dans l'islam, mais il n'est pas l'islam. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez des profils totalement différents. Vous avez des bons gars de bonne famille, vous avez des convertis, vous avez des losers, vous avez des criminels, vous avez des blancs, vous n'avez pas des blancs. Comment peut-on dire, par exemple, la Tunisie, c'est quand même un cas extrêmement intéressant, berceau du printemps arabe, démocratisation, etc. On a le contingent le plus élevé par habitant, disons au moins, de djihadistes qui partent en Syrie. Pourquoi ces gens... C'est même pas l'attrait de la société occidentale. Ils sont pas dans une société occidentale. Ils sont dans une société en construction. Ils ont peut-être là et ils basculent. Pourquoi, par exemple, l'Afrique ? C'est très intéressant, l'Afrique subsaharienne. Afrique subsaharienne, pourquoi des gens vont chez Boko Haram ? Alors, il y a des explications qui ne relèvent pas forcément, j'allais dire, de la grille idéologique. Par exemple, en Afrique, vous recrutez des pauvres garçons pour $20 ou $15, vous les recrutez, vous en faites des djihadistes. Ils s'en fichent complètement du djihad, simplement, ça devient un moyen de vivre.
le pillage, la prise de chef. Donc je dis juste, méfions-nous de toutes ces explications un petit peu plaquées sur le dogme. Il y a le dogme, il y a la religion, il y a le gangstérisme, il y a le... Et puis, une dernière phrase et après je m'arrête. Encore une fois, c'est pas des phénomènes... Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a des phénomènes comme ça, il y a des totalitarismes, il y a de la radicalisation. Pourquoi ça va sur cette période-là et sur ces gens-là? Moi, je m'intéresserais un peu à la région quand même. Non, je reprends ce que Ziad a dit. Il n'y a pas forcément le radicalisme dans l'islam. L'islam peut se pratiquer sans forcément en arriver au radicalisme. Un bon islam peut se pratiquer. Et on l'a vu avant que ça n'arrive, par exemple, dans les pays d'Afrique subsaharienne, où on parle d'islam dans ces pays, les gens ne sont pas arrivés au radicalisme. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, dans les causes qui ont été... C'est vrai que la posture de victime ne justifie pas tout. Et d'ailleurs, même si les arguments avancés, les reproches qui sont faits sont recevables, c'est pas... Même si, par exemple, le fait que les gens soient discriminés, qu'ils n'aient pas le même accès à l'emploi, etc., la solution à ces problèmes n'est pas dans le radicalisme islamique. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui a été soulignée et qui est importante, moi, je viens de l'est du Niger, là où se trouve à 150 km de l'épicentre de Boko Haram, là où Boko Haram est né. Donc, il y a des gens de chez moi, que je connais, des jeunes, qui sont partis avec les gens de Boko Haram faire. Ces gens ne partent même pas à la prière, n'ont rien à voir avec l'islam. Ils ont été recrutés parce qu'ils n'ont aucune perspective. Pour eux, adhérer à Boko Haram leur propose, dès que vous rejoignez les gens de Boko Haram, on vous donne une moto, on vous donne l'équivalent de 450 €, on vous donne les filles qui ont été enlevées, on vous donne une femme en mariage. Pour les gens, c'est du pain béni, ils se sont engagés. Il n'y a aucune arrière-pensée idéologique. Donc, lorsqu'on va arriver aux solutions, il y a les solutions sécuritaires. La solution sécuritaire, il y a les solutions sécuritaires qui sont les solutions immédiates en matière de police et de renseignement, mais il y a aussi des solutions en matière de développement. Par exemple, il n'est pas un hasard que dans les zones où opère Boko Haram en Afrique subsaharienne, ce sont les zones les plus défavorisées. La jeunesse qui est là est une jeunesse recrutable facilement, avec 100 $, avec 20 $. On va écouter à ce propos dans un instant, il faut qu'il y ait des solutions en termes de développement, il faut qu'il y ait des solutions sécuritaires et il faut enfin qu'il y ait des solutions au point de vue de l'organisation de l'État. Il faut que les États se démocratisent, qu'ils deviennent de vrais États. Alexandra. Où les citoyens ont les mêmes chances. Est-ce que vous savez que le contingent étranger au sein de l'État islamique, le plus important, c'est des citoyens russes? Ça, c'est une chose qu'on oublie souvent. Ce sont des gens du Caucase. Et là encore, on a des raisons complètement différentes. Donc, de chaque partie du mouvement djihadiste, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit l'État islamique, chaque pays, chaque région a ses raisons dominantes, ses raisons moins importantes, etc. Donc, c'est vraiment, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est tellement multifactoriel. Si on regardait l'histoire familiale des jeunes djihadistes occidentaux qui partent en Syrie, on verrait aussi des similitudes, par exemple l'absence du père, souvent l'absence de l'autorité paternelle, ou le petit malfaiteur qui a été arrêté 3, 4, 5, 6 fois. C'est aussi le portrait de plusieurs de ces djihadistes belges. Et donc, il faut quand même... L'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce que c'est différent en Tunisie, parce qu'en Tunisie, l'islamisme était réprimé et de façon très... Même Ennahda a été réprimé de façon très violente. Je sais parce que j'ai couvert le printemps arabe tunisien. J'ai vu comment ça s'est passé. Ils sortaient à peine de prison. Et que là, les raisons sont différentes. Donc, chaque pays a ses raisons. Écoutez, Martine, juste l'absence du père des millions de Français... à toutes les générations l'ont vécu, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas retomber dans cette explication sempiternelle et d'une candeur qui me semble quand même à la limite dangereuse. J'ai dit une des raisons. C'est une des raisons aussi. Non, vous ne ferez pas croire que c'est l'absence du père. Ensuite, vous ne ferez croire à personne d'ailleurs. Ensuite, ça s'est déployé justement au sein de cette espèce de contre-réaction après les attentats de janvier. On en a fait des tonnes là-dessus. Il faut comprendre. Ça s'est même déployé autour de Mohamed Merah, n'est-ce pas, dont on a oublié si vite la tête explosée des petites victimes de 5
5 ans et 8 ans. Bon, mais ce que je voudrais quand même, je voudrais revenir, parce que c'est facile d'évacuer l'origine, de se dire on va pas remonter aux sources. La même idéologie qui a diffusé, et bien sûr sur des contextes étatiques et régionaux totalement différents, c'est la même idéologie qui a été diffusée par le wahhabisme, par ce comportementalisme, cet obscurantisme qui a décrété la femme impure et nue si elle ne mettait pas un voile, les mécréants convertis en singes et en porcs s'ils écoutaient de la musique, un imam, un de nos imams, n'est-ce pas? Donc il faut quand même on va partir à l'origine. Nicolas en Belgique, rapide réaction. Revenons aux origines. Encore une fois, personne ne discute le fait que dans l'islam, il y a un courant minoritaire, qui est un courant rétrograde, et qu'il y a un courant politique qui a donné naissance aux frères musulmans avec toutes sortes d'options possibles. Ça, personne ne le discute. Mais on ne peut pas limiter le débat à ça. Tant qu'on limite... tant qu'on limite le débat à ça, qu'on ne s'intéresse pas, par exemple, à la situation de tout le Moyen-Orient, qui est à l'origine, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit la Syrie, que ce soit le problème palestinien, que ce soit le problème du Caucase, tout ça c'est lié. On ne peut pas séparer les deux choses. C'est pas rien. Par exemple, l'État islamique, encore une fois, je reviens à ma discussion du début, on sait que ces gens-là existent depuis fin 2013. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, puissance, là je me mets de l'autre côté avec mon autre passeport, qu'est-ce qu'on a fait, nous, puissance, pour couper les ailes à l'État islamique depuis 2013. Dans une deuxième partie, et ça n'a rien à voir avec... à des solutions possibles. On va juste donner la parole à Nicolas, pour qui c'est un petit peu plus difficile d'intervenir depuis Bruxelles. C'est à vous, Nicolas. C'est vrai qu'on parlait du wahhabisme de l'Arabie Saoudite. Il y a un des éléments aussi qui n'a pas encore été souligné dans la discussion, c'est tout le jeu que joue l'Arabie Saoudite, que jouent les pays du Golfe, dont le Qatar, pour le financement de ces fameuses mosquées, disons, underground. C'est le cas à Bruxelles, où l'on constate notamment que la grande mosquée du cinquantenaire est financée par l'Arabie Saoudite, où des prises de position ont été faites naturellement pour condamner ce qui s'est déroulé à Paris. Mais voilà, à côté de cela, il y a un certain nombre de réseaux de mosquées qui sont financés par ces pays du Golfe. Les autorités n'ont pas fait grand-chose pour s'intéresser à ça. On a même plutôt été laxiste. Je pense que c'est le cas en Belgique. C'est également le cas en France. Il y a même un rapport assez étonnant où, d'une part, la France serait très heureuse de vendre des Airbus au Qatar, mais ne va absolument rien dire sur le financement de ces mosquées. Donc il y a aussi là une des causes au problème actuel qui est absolument sous-évalué, ou en tout cas qui n'est pas prise en compte par les responsables français ou belges. Alors je pense que vous posez une vraie question, Nicolas. Est-ce qu'il faut arrêter d'entretenir des liaisons avec un pays comme l'Arabie Saoudite? Moi, ça me fait penser à la déclaration d'une des mamans d'un des assaillants d'origine donc de Molenbeek, qui a dit, quand il est juste avant de partir pour la Syrie, il était comme une cocotte minute. Mais je pense que la cocotte minute, elle est dans la région. Je veux dire, le problème, c'est que dans cette région, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Tout le monde ne défend que ses propres... L'Arabie Saoudite, c'est un pays particulier. L'Arabie Saoudite, c'est un pays très particulier on a laissé prospérer le wahhabisme, on a accepté que ces gens financent des mosquées partout, et c'est pas qu'en France et c'est pas qu'en Belgique. Moi, je parle d'un cas que je connais, qui est la Tunisie, où on a vu l'architecture des mosquées changer. C'est-à-dire, on est passé du style maghrébin kérouanais à un style oriental. C'est par défaillance des États, y compris en France et en Belgique, c'est par défaillance des États. Ceci dit, parce que les choses ne sont jamais simples dans cette région, quel est le principal ennemi de l'Arabie Saoudite aujourd'hui ? Quelle est l'organisation ? Non. Quelle est l'organisation qui tente d'infiltrer le pouvoir saoudien ? C'est l'État islamique. C'est clair et net. L'ennemi numéro un des ennemis numéro un de l'État islamique, c'est l'Arabie Saoudite. Quand on parle des pays du Golfe, c'est très compliqué. Effectivement, le Qatar... Je vais citer rapidement, on va le regarder, une tribune de Kamel Daoud pour le New York Times. Le père et la mère, c'est très juste. Le père et la mère, le Daesh blanc, le Daesh noir. Je vous recommande cette lecture à vous tous qui nous regardez. Kamel Daoud parle de mécène idéologique de la culture islamiste en parlant de l'Arabie Saoudite. Oui. Mais, vous le soulignez, l'Arabie Saoudite est aujourd'hui aussi une des cibles du groupe État islamique. Moi, je pense qu'un des gros problèmes de notre planète pour les années à venir, c'est la stabilité de l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est un régime qui est fatigué, qui est vieillissant, qui va être en difficulté financière extrêmement importante parce que... Mais pardonnez-moi, je repose la question. Est-ce qu'il faut arrêter d'avoir des liens diplomatiques avec l'Arabie Saoudite ? Pourquoi on parle que de nous ? Parlons des Américains
qui passent leur temps à les embrasser sur la bouche depuis 50 ans. Le fameux pacte, excusez-moi, le pacte, c'est les Américains qui l'ont signé. C'est le pacte du Quincy en 1946. Donc, effectivement, sur les croiseurs entre Roosevelt... C'est le grand jeu, c'est pas seulement l'Arabie Saoudite. C'est un grand jeu. Regardez le rôle de la Turquie dans tout ça. La Turquie, elle s'en sort toujours de façon, c'est pas grand-chose. C'est énorme ce que la Turquie est en train de faire. Elle profite de tout ce qui se passe pour empêcher que les Kurdes aient leur État et pour bombarder des Kurdes. L'Iran essaye de tirer son épingle du jeu. Israël est bien content que le Hezbollah soit occupé à lutter, à défendre. Tout le monde a ses intérêts dans cette région. La question que vous posez est très intéressante et les pays du Sud vont regarder avec beaucoup d'intérêt le comportement des puissances occidentales qui sont très heureuses de vendre des mirages, de vendre du matériel militaire à l'Arabie Saoudite. Vous vous souvenez de cette énorme machine pour surveiller la frontière à 7 milliards de dollars que la France voulait vendre à l'Arabie Saoudite. Donc on fait du business avec l'Arabie Saoudite et on ferme les yeux sur ce qu'elle fait. Dans les pays du Sud, ce que l'Arabie Saoudite fait, c'est qu'elle envoie des ONG. Ce sont des ONG caritatives qui viennent sous couvert d'actions humanitaires qui amènent l'idéologie wahhabiste dans ces pays-là. On a même vu dans des pays où il n'y avait pas... Est-ce que la question ne sont pas... Est-ce que la question... Comment on fait pour attaquer le groupe État islamique aujourd'hui sur le fond ? Moi, je pense que... Quelles sont les solutions ? Je pense que la solution viendra, c'est peut-être un petit peu présomptueux de le dire maintenant, je pense que la solution viendra des Arabes sunnites eux-mêmes qui vont devoir régler ce problème. Si les Russes y vont, ça va être une catastrophe. Si Bachar y va, ça va être une catastrophe. Si la France envoie des troupes au sol, on ne sera jamais assez puissant pour faire le ménage, parce qu'il faut quand même aller là-bas. C'est clair et net, on ne réglera pas le problème, au moins stratégique de Daesh, sans aller récupérer Raqqa et Mossoul et couper le fonctionnement. Mais ça, qui peut le faire aujourd'hui ? Ce sont des Arabes sunnites, peut-être sous mandat de l'ONU, qui peuvent parfaitement aller essayer de récupérer. Je vois pas d'autres. D'ailleurs, c'était proposé par The Economist, qui n'est pas un journal de gauche, qui est plutôt un journal de droite. C'est leur édito de cette semaine. Aujourd'hui, Obama a parlé à Kuala Lumpur, en Malaisie. Il a redit, des paroles aux actes, couper les financements, couper les dirigeants de l'État islamique et surtout couper les financements. Donc, il y a beaucoup à faire avant nécessairement d'envoyer des troupes. La question qu'on se pose tous, je crois, aujourd'hui, après cette semaine sombre, c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Pourquoi il y a des imams radicaux en France ou en Belgique ? Pourquoi le financement du groupe État islamique n'a pas été attaqué ? Pourquoi ? Elle a sous-estimé. Écoutez, je reviens, pardonnez-moi, à ma formule du début. Il faut faire notre examen d'inconscience. C'est-à-dire qu'on a refusé de voir que ce salafisme djihadiste avait essaimé partout, qu'il avait pris les esprits. Le wahhabisme, vous en convenez, s'est étendu de façon terrible. Mais rien de nouveau dans ce que vous dites. Si on suit l'actualité, on le voit. Pardon. Rien de nouveau dans ce que vous dites. Si on suit l'actualité, on le voit. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est pourquoi a-t-on sous-estimé ce risque ? Pourquoi ? Mais précisément pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que l'on n'a pas voulu... Non, mais excusez-moi, c'est important. Je répète, parce qu'on le répète, excusez-moi, on le répète à Marianne depuis 1997 et nous le répétons à l'événement du jeudi, le journal qui a précédé Marianne, depuis les années 200, en Algérie, le pays qui a enduré dans une solitude totale la guerre des groupes islamiques armés contre la civilisation. Je répète, il faut mener contre cette idéologie un combat idéologique. Il faut dénoncer les sources. Je le répète, il faut se battre idéologiquement. Moi, je pense qu'un des principaux problèmes, c'est quand même c'est tout ce débat entre tout sécuritaire et les libertés. Comment préserver notre mode de vie ? Comment préserver nos libertés ? Obama l'a encore répété aujourd'hui. On va combattre l'État islamique jusqu'au bout sans renoncer à nos libertés. C'est là où est le problème. Et comment ne pas renoncer ? Quand il y a eu le débat... Si je vous résume, il y a un risque aujourd'hui aussi, c'est que pour défendre la liberté, il faut accepter de perdre un peu de liberté. Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai parlé avec un expert de sécurité, et quand Monsieur Salah s'est déplacé après les attentats de Paris à Bruxelles, on l'a arrêté dans cette voiture et on l'a relâché. Pourquoi ? Parce que les registres de police n'étaient pas reliés entre la Belgique et la France. J'ai demandé à un expert en sécurité qui me dit avant que la Belgique et la France mettent les
registre de leur police en commun, ça va prendre je ne sais pas combien de temps. On va partir à Bruxelles justement, Nicolas, vous qui êtes à Bruxelles, puisque la Belgique a été taxée de laxisme, mais c'est plus une question européenne aussi qui se pose au niveau du renseignement, par exemple. Ah oui, c'est toujours le même problème, hein. C'est toujours la question européenne, et c'est un peu le problème de l'Europe, c'est-à-dire que quand ça va bien, c'est grâce aux dirigeants nationaux, quand ça va mal, c'est à cause de l'Europe. Il y a naturellement un certain nombre d'échanges qui se font, mais entre pays, l'idée ce serait aussi peut-être de permettre aussi d'étendre ces échanges aux 28 pays de l'Union européenne, mais comme ça a été souligné, c'est un travail énorme. Il faut mettre en commun des polices différentes, qui ont des pratiques différentes, qui n'ont parfois pas forcément envie de partager leur manière de travailler, qui ne parlent pas les mêmes langues. Bref, on est toujours dans le problème européen. Par rapport à ce qui a aussi été dit, je pense que l'une des stratégies du groupe État islamique, c'est aussi de déstabiliser nos sociétés qui ne sont pas du tout habituées à cela, habituées à ce type de terreur, une terreur qui est en train de se propager un peu partout. Et donc, on est dans des sociétés qui sont en train maintenant de se poser des questions. Faut-il reculer sur leurs libertés pour plus de sécurité? C'est aussi des tensions qui se mettent en place envers certaines communautés, au sein de certaines communautés. La suspicion, la paranoïa sont des choses qui sont aussi des finalités de cette stratégie de la terreur utilisée par le groupe État islamique. Et nos sociétés, je pense, doivent aussi à un moment se pencher, réfléchir à une manière de répondre avec peut-être plus aussi de sérénité par rapport à cela, parce que c'est aussi une manière de déstabiliser des sociétés occidentales qui ne sont pas du tout ou plus habituées à cela, parce que c'est vrai que nous ne sommes plus habitués depuis la Deuxième Guerre mondiale à vivre dans un contexte de violence ici en Europe ou aux États-Unis. Et justement, on va Vladimir Poutine de nous aider pour voir comment lutter contre ça. Lui, il sait très bien comment lutter contre ça. Surenchère sécuritaire, dans le Caucase. La surenchère sécuritaire et militaire est-elle efficace? On peut en être assuré ou en douter, vous l'évoquez Nicolas. C'est souvent une réponse de court terme qui traite des effets et non des causes. Elle est insuffisante selon la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Michaël Jean était l'invité de 64 minutes Le Monde en français. On l'écoute, ça va nous permettre de continuer cette discussion. Il est certain qu'il faudra aussi répondre par les armes. Cela est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que la solution passe aussi par d'autres formes de réplique et par d'autres armes de construction massive que l'on pourrait qualifier ainsi, qui sont l'éducation, qui sont la culture, la sensibilisation, le travail d'information bien mené, le renforcement des institutions, l'état de droit. C'est par cela aussi qu'il faut répondre, avec ces armes-là également. Voilà, la culture, arme de destruction massive contre l'obscurantisme, elle est au centre, c'est une réponse qui est au centre de ce que peut proposer la France après les attentats du 13 novembre. C'est la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, qui le dit dans une tribune aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Commençons par l'urgence. Je pense que l'urgence, c'est quoi? C'est l'aspect militaire? Oui, c'est de démanteler. Je ne parle pas de guerre, hein. J'aime pas ce mot. Je ne pense pas que nous sommes en guerre contre un État. Je pense qu'il y a une organisation terroriste extrêmement puissante. Et rappelons que le groupe État islamique, malgré le nom, n'est pas un État. Oui. Ça, c'est un. Donc, il faut aller détruire les capacités de ce groupe et il faut persuader tous les acteurs du Moyen-Orient qui, jusqu'à aujourd'hui, avaient chacun une carte à jouer et ils pouvaient très bien s'accommoder d'un foyer type État islamique parce que, les chiites ne veulent pas que les sunnites soient au pouvoir, les Irakiens ne veulent pas ceci, les Turcs veulent liquider les Kurdes. Tout le monde avait un petit intérêt. Il faut que tout ça se mette à plat. 2, je suis assez d'accord avec Martine, il y a un problème. J'allais dire, de la communauté arabo-musulmane de prendre cette discussion, non pas en tant que victime, non pas en tant que coupable, non pas en tant que religion elle-même porteur de deuil, mais parce que ça se passe en leur sein. Et il faut que les intellectuels, que les auteurs, que les sociétés démocratiques, etc., s'expriment et luttent contre ce danger. Parce que l'État islamique ne s'attaque pas qu'aux Blancs, il s'attaque aux musulmans, il s'attaque aux sociétés démocratiques. Encore une fois, pourquoi on tape sur la Tunisie? Parce que c'est une société... On n'a pas beaucoup parlé du Mali, mais j'en profite de dire. Pourquoi on s'attaque au Mali? Parce que quelque part, le Mali, c'est un contre-exemple. Malgré tout, on peut juger ce qu'on veut sur la classe politique malienne. Mais il y a eu des élections, il y a une tentative de reconstruction, il y a une tentative de réconciliation nationale. Évidemment, on va taper sur ce coin-là, parce qu'en détruisant ça, on détruit l'ensemble du système. Donc c'est important que la réaction vienne de l'intérieur. Oui, le choix du Mali aussi procède de ce lien entre le terrorisme et le grand banditisme, puisque, comme vous savez, il y a une perspective de retour à la paix dans le nord du Mali.
le groupe qui a attaqué l'hôtel Radisson ne veut pas que la paix revienne, puisqu'il fait du business à côté, ils font du trafic, ça leur permet de gagner de l'argent. Donc ils ne veulent pas que la paix revienne, comme au niveau de l'État islamique, où aujourd'hui, l'État islamique, une des sources de financement, c'est la vente du pétrole sur laquelle il a mis la main. Il faut trouver quelqu'un qui achète le pétrole. Ce pétrole-là, les gens de l'État islamique le vendent, ils trouvent un acheteur. Donc il faut actionner aussi ce levier si on veut trouver la paix. Mais sur les armes il y a une de dernière chose qui est construction... importante, puisque le combat, ce dont on vient de parler, c'est le combat sur le court terme, mais le combat sur le long terme aussi, c'est de véhiculer un islam autre que celui mais sur les armes, j'aimerais qu'on termine là-dessus. Par exemple, la création par le Maroc d'un institut pour la formation des imams pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et la France même a commencé à envoyer des gens la formation des imams qui vont reprendre le vrai islam à côté de cet islam qui est reprendre. C'est une initiative concrète que le Maroc a créée. Les armes de construction massive, on ne fera pas l'économie d'un examen de conscience sur l'intégration économique de ces jeunes-là. Je veux dire, sans parler de victimes, mais il faut quand même dire qu'il y a de la discrimination. Alors, l'intégration, que ce soit l'emploi, quand on me dit en Belgique, si un jeune marque sur sa demande d'emploi qu'il vient de Molenbeek, il est certain de ne pas être employé. Donc ça, c'est très, très important. Il faut faire un examen de conscience. Martine, rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Une idéologie totalitaire est en guerre contre nous, contre nos modes de fonctionnement, contre nos valeurs. Donc, nous devons répliquer avec ses propres valeurs. C'est pour cela que le monde était en larmes après les attentats du 13 novembre. Nous devons réagir comme les jeunes réagissent aujourd'hui. Mais nous devons, c'est pas seulement, ils vont dans les cafés, ils vivent, etc. Mais il faut aussi porter un projet qui défende le droit d'aller dans les cafés. Il faut par exemple refaire un service militaire, un service pour tous. Il faut réaffirmer tout ce qu'on veut détruire, tout ce qu'ils veulent exploser. Il faut lutter contre l'influence wahhabite. Il y a un certain nombre, effectivement, d'intellectuels musulmans, de journalistes qui le disent depuis des années. Je citerai là Khaled Bencher, Karim Al-Karoui, je citerai Hakim. Même Rachid Benzine. Rachid Benzine. Il y a une prise de conscience et il faut arriter de se dire... Rapidement sur cette idée d'armes de construction massive et on terminera ce tour de table avec Nicolas en Belgique. Je pense qu'il n'y a pas de prisme de lecture simple. Je pense que ce monde est trop fracturé, trop injuste pour certains, trop invivable pour d'autres, trop inégalitaire, trop post-colonial, trop ceci, trop cela. Donc il y a des gens sur cette planète qui n'en ont rien à secouer, excusez-moi, de tous nos discours moralisateurs, de toute notre approche démocratique, etc. Ils veulent tout faire péter. Et je pense qu'on pourra détruire l'État islamique, on pourra détruire Al-Qaïda. Il faudra à un moment ou à un autre toujours revenir à cette question. Et la COP21, excusez-moi, j'en profite juste pour glisser ça. On en parlera la semaine prochaine, donc très rapidement, Ziad, s'il vous plaît. Ça fait partie de toute cette discussion, c'est-à-dire de la création d'un ordre un tout petit peu nouveau pour les années... C'est pas un discours moralisateur. Pardonnez-moi, Martine, on part à Bruxelles, s'il vous plaît. Le mot de la fin pour Nicolas. Armes de construction massive, Nicolas. Ah bah oui, alors c'est vrai qu'on parlait de première réponse sécuritaire parce qu'on est obligé d'être dans l'urgence, mais je pense aussi d'une certaine manière qu'il est intéressant de se poser des questions, de construire quelque chose. On parle d'éducation, on parle également d'avenir, sans rentrer dans le côté, soyons très positifs, etc. Il y a des questions à se poser. C'est vrai qu'il y aura toujours une catégorie minorité de gens qui ont juste envie de se faire sauter, mais à côté de cela, je pense qu'il y a des questions à se poser du côté des différentes communautés, du côté des autorités et tenter de reconstruire un projet parce que il est aussi là, le projet européen pour l'instant il est en panne, le projet national en France il est en panne, on n'a pas grand chose comme storytelling d'avenir à raconter aux gens et donc c'est peut-être ça aussi un moment la question à se poser. Merci Nicolas, merci d'avoir été avec nous depuis Bruxelles, des questions nombreuses encore, on aurait pu continuer bien longtemps. Je vous propose qu'on fasse un tour d'actualité de la semaine avec Dilem comme toujours pour terminer, Dilem qui revient bien sûr sur cette actualité. Des attaques en France, des attaques au Mali, mais un traitement médiatique différent. Je suis seule, affiche un Malien. Comme aurait pu le dire aussi un Libanais une semaine plus tôt, on espère avoir un peu corrigé cette vision ici dans Kiosque. Une attaque chimique ou bactériologique fait partie des risques que court la France. Le Premier ministre Manuel Valls évoquait cette semaine une guerre nouvelle. Toutes les précautions sont prises pour l'éviter, précise le ministre de la Défense. L'Europe, une passoire sécuritaire qui fait saliver les terroristes. Un pays, une étoile, une faille, une porte ouverte.
Et puis le porte-avions français Charles de Gaulle est parti en poste en Méditerranée orientale, dans les mêmes eaux que croise le porte-migrant Bachar al-Assad. Référence bien sûr aux Syriens qui fuient la guerre et peut-être aussi les bombardements français. Et puis enfin des Syriens et des Irakiens qui ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. Suspension de l'accueil, c'est la réponse du Congrès américain aux attentats de Paris. Le président Obama entend émettre son veto. Merci à vous quatre d'avoir fait cette émission d'une façon un petit peu plus personnelle. Je souhaite la dédier à Cédric, notre collègue, à lui, à ses proches et à toutes les victimes du terrorisme à Paris, à Bamako, à Beyrouth et ailleurs. À dimanche prochain.